Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires paranormales. Restez confortablement assis et on démarre tout de suite pour le premier récit. Dans cette première histoire, Michael nous raconte qu'il a 28 ans. Il est peintre en bâtiment. Il est en couple et a une petite fille. L'histoire qu'il va nous raconter s'est passée 22 ans en arrière. Il est le fils aîné d'une famille modeste de 2 enfants. Les faits qu'il va nous raconter se sont passés entre 1994 et les années 2000, plus précisément dans la ville de Toulon. Ses parents vivaient ensemble. Ils avaient décidé de déménager pour un endroit beaucoup plus grand. Ils avaient trouvé cette maison. Elle n'était pas extraordinaire. Au fil du temps, comme ils n'arrêtaient pas de se disputer, le père décide de quitter la maison. Il les laisse seuls, sa mère, son petit frère et lui-même. Tout allait bien pour la famille. Mais un an plus tard, les choses ont commencé à devenir étranges. Alors qu'il n'avait que 6 ans, Michael a commencé à voir des choses bizarres, des choses qu'il ne s'explique toujours pas aujourd'hui. Un jour, alors qu'il était dans sa chambre, 3 silhouettes opaques apparaissent devant lui. Il se souvient qu'on pouvait à peine voir à travers elles. 2 silhouettes se sont approchées de lui et de son frère. Michael a commencé à crier, très fort. Son frère le suit dans l'effroi. Il est lui aussi tétanisé de peur. Il crie également. La mère des 2 garçons vient voir ce qui se passe. Elle leur pose la question. Elle se tourne vers les 3 silhouettes que les 2 garçons montrent du doigt. Elle aussi, bizarrement, les voit. Elle se met à s'armer de la première chose qui lui tombe sous la main. Un balai. Les silhouettes, qui sont maintenant à quelques centimètres des garçons, commencent à s'enfuir par la fenêtre. Celle-ci était ouverte. Michael explique qu'elles sont montées sur le toit. À partir de ce moment-là, Michael explique qu'il n'a pratiquement plus jamais dormi avec la lumière éteinte. Il avait beaucoup trop peur que ces 3 silhouettes reviennent. On peut le comprendre. Cela devenait impossible pour lui de dormir seul. Plusieurs fois, il a dormi avec sa mère. Sa mère, d'ailleurs, au fil du temps, avait changé. On ne sait pas vraiment pourquoi. Elle était devenue beaucoup plus agressive envers ses enfants. En fait, la raison, c'est qu'elle était devenue alcoolique. Elle avait beaucoup de problèmes avec la drogue. Elle faisait d'ailleurs une chose particulière avec ses enfants. Elle avait une sorte de livre d'incantation. Elle le faisait réciter à ses enfants le soir avant de se coucher. Michael et son frère commençaient vraiment à prendre leur mère pour une folle. Jusqu'au soir où elle dit « Les enfants, on n'arrête pas de me regarder ». Michael trouve cela bizarre. Il interroge directement son frère après qu'elle ait dit ça. Perplexe, il demande à sa mère « Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes ?» Ils sont tous les 3 dans le salon. Le premier réflexe de la mère de Michael et de son petit frère, c'est de fermer la porte. Juste après, elle dit « Vous allez voir ». C'est juste après cette affirmation que la porte commence à trembler. La poignée se met à tourner de droite à gauche, comme si quelqu'un cherchait à l'ouvrir sans y parvenir. Les garçons demandent à leur mère d'arrêter ce qu'elle fait. Cela commence sérieusement à les effrayer. Ils lui demandent d'ouvrir la porte. Ils ont envie de voir ce qu'il y a, de ne plus être horrifiés par le sentiment de ne pas savoir qui se trouve derrière. Elle ouvre la porte lentement, mais rien. Il n'y a personne derrière la porte. Aucune présence humaine, rien du tout. Depuis ce jour, les 2 garçons ont décidé de dormir avec leur mère. Ils ne pouvaient plus du tout rester seuls dans cette maison. En revanche, leur mère s'en foutait littéralement. Elle était comme habituée à ce genre de phénomène. Mais ce n'est pas ici que les événements étranges s'arrêtent, ça continue. La 3e fois qu'un événement terrible s'est passé, c'était à 21h. Il se rappelle encore du film qu'il regardait à la télévision. Un film avec Mel Gibson. Il ne se rappelle plus du titre du film. On l'excusera. C'est pendant le visionnage de ce film que les 2 garçons ont commencé à entendre des berceuses. Mais ils n'entendent pas que ça. Ils entendent aussi des femmes crier sur des enfants, un chien qui aboie, comme si des ballons tapèrent sur les murs. Ils entendent aussi comme si une personne courait, mais aussi la sonorité de quelqu'un qui traînerait des pieds, des bruits de vaisselle, celui d'une chaise à bascule, des ballons qui rouleraient tout seuls vers eux. La lumière s'éteint et s'allume aussi pour aucune raison, totalement toute seule, sans aucune action humaine. Tout ça pendant une semaine. Tous ces événements se déroulent jour après jour. Il y en avait à peu près un par jour pendant l'espace de 7 jours. Cela a été très compliqué pour la famille.
mais surtout pour les 2 enfants qui ont très mal vécu tous ces incidents horrifiques. La chose qu'ils décident de faire pour arrêter tous ces événements, ce n'est pas de faire venir un exorciste, c'est de se barrer littéralement de la maison, de laisser leur mère malheureusement toute seule, comme elle ne voulait pas partir, et de retourner chez leur père. Une chose est sûre, Michael, encore à l'heure actuelle, repense aux événements terrifiants qui lui sont arrivés avec son frère. Il fait même des rêves de la maison, comme si la maison l'attirait, comme dans Stranger Things. C'était le témoignage effrayant et surnaturel de Michael. On peut ne pas y croire, mais être méchant et ne pas accepter son témoignage, ce n'est pas très respectueux. Je vous demande d'être bienveillant en commentaire. Si vous n'y croyez pas, votre avis, ce n'est pas grave, mais commentez quelque chose de constructif. On se retrouve maintenant pour la 2e histoire. La personne qui va vivre cette 2e histoire s'appelle Emily. Emily Madonia est une violoniste de Houston. Elle vit au Texas avec sa fille et son mari. Elle prétend sur Facebook que sa fille a une poupée qu'elle pense hantée. En décembre, elle explique dans un long message Facebook que pour Noël, sa fille a reçu une poupée de la Reine des Neiges. Au début, la poupée était programmée pour ne chanter qu'en anglais. Sauf que plus le temps passait, les parents se sont rendus compte que la poupée commençait à parler aussi espagnol. Sur la poupée, la mère explique qu'il y avait une sorte de bouton. Quand on appuyait dessus, la poupée disait « Let it go » en anglais ou en espagnol. Au cours des 2 dernières années, les parents avaient remarqué une autre chose bizarre chez cette poupée. Quand elle était sur off, elle se mettait quand même à chanter « Let it go ». Aucun moyen ne lui permettait normalement, d'après la technologie de cet objet, de marcher, de se mettre en route et de chanter. Alors qu'est-ce qui faisait ça? On ne sait pas du tout. Emily et son mari pensent au début que c'est un bug, une défaillance du jouet. Ils vont tout faire pour se débarrasser de la poupée en la jetant à la poubelle. Mais aucun d'eux deux n'était prêt à se douter qu'ils allaient se retrouver avec la poupée de nouveau chez eux. En fouillant un tiroir dans leur maison, ils ont retrouvé la poupée. Ils trouvent ça très bizarre. Ils se disent que c'est sûrement une nouvelle poupée qui s'est retrouvée là par hasard. Mais c'est impossible. La poupée qu'ils ont jetée, ils sont sûrs de l'avoir jetée. C'était bien la poupée qu'ils avaient jetée quelques jours avant. Pourquoi, vous allez me dire? Comment peut-on le savoir? Parce qu'en fait, leur fille dessinait sur la poupée. Elle faisait des petites traces de feutre parce que ça l'amusait. Sur la poupée qu'ils ont retrouvée dans ce fameux tiroir, il y avait aussi ces traces de feutre. Matt, en découvrant ça, commence à crier. Il est paniqué au 1er degré. Il a la réflexion que tout le monde aurait eu à sa place. La poupée, je l'ai jetée. Comment elle s'est retrouvée là? Ils n'ont aucune explication. Encore une fois sur cet événement avec cette poupée qui est très bizarre. Matt et Emily en avaient vraiment marre de ce jouet. Ils ont décidé à nouveau de s'en débarrasser. Matt va être le plus courageux dans l'histoire. Il prend une poubelle. Il met la poupée dedans. Il la serre bien fort de sorte qu'elle n'arrive pas à s'échapper. Il finit par la jeter à la poubelle. Emily, pendant ce temps, décide de poster sur Facebook un message. Le 9 janvier, elle écrit la chose suivante. « Nous l'avons emballé dans un sac poubelle vide. Nous avons mis ce sac à l'intérieur d'un autre sac rempli d'ordures. Nous l'avons jeté au fond de notre poubelle sous un tas d'autres sacs. Nous avons traîné la poubelle à roulettes jusqu'au trottoir. Elle a été vidée le jour du ramassage des ordures. Super, non ? Après qu'Emily ait mis ce message, la famille part tranquillement en vacances. Ils profitent, ils oublient cette histoire assez bizarre. Mais malheureusement, à leur retour, il va encore se passer un truc qui ne va pas du tout les rassurer. Emily parle à sa fille. Elle lui parle parce qu'elle a l'air un peu paniquée, un peu surexcitée. Sa mère lui demande « Pourquoi tu es super excitée comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Sa fille répond « Maman, j'ai vu la poupée Elsa derrière la maison. La mère va aller voir. Elle se dit « Non, là, c'est impossible. Elle a dû sûrement halluciner. Ça va être un autre jouet qu'elle a dû confondre. » Regardez ce qu'a pris en photo la mère de la petite fille juste après qu'ils soient rentrés de vacances. Le message sur Facebook explose. Il devient directement viral. L'histoire passionne vraiment les gens. Ils sont très intéressés. Ils veulent savoir la suite. Qu'est-ce qu'il en est de cette poupée maintenant? Que vont-ils faire? Après ça, Emily reçoit pas mal de propositions. Des enquêteurs dans le paranormal veulent tester des expériences sur cette poupée. Des gens volontaires
qui n'ont rien à voir avec le paranormal veulent rencontrer cette poupée pour voir si tout ce que dit Émilie est vrai. Beaucoup disent que c'est faux, tout ce qu'elle raconte. Elle dit dans un message sur Facebook qu'il y a plusieurs possibilités pour expliquer les événements qu'elle vit. Soit la poupée est tentée, soit un psychopathe l'a sortie de la poubelle qui avait déjà été vidée. Et il a pénétré par effraction dans sa maison plusieurs fois. Je vais partir sur la poupée hantée. Je n'ai jamais mentionné où se trouvent ces endroits en ligne. Je ne veux pas donner des idées à quelqu'un. Plusieurs personnes lui disent de brûler cette poupée, mais elle n'est pas trop d'accord avec cette idée. Ce serait fuir le problème, alors qu'elle avait plutôt envie de le comprendre. Elle était persuadée que si elle en venait à supprimer cette poupée définitivement, la chose sortirait quand même et continuerait à se manifester. Finalement, Émilie décide d'envoyer cette poupée à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un ami à elle qui s'appelle Chris Hogan. Ce gars habite à plus de 2500 km de chez elle, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est dégonflé. Il a demandé à Émilie si elle pouvait lui envoyer la poupée par la poste. Quand il l'a reçue, Émilie lui a demandé si elle avait bien les taches dessinées par sa fille, pour voir si c'est bien la vraie poupée. Figurez-vous qu'il a bien reçu la poupée qui hante la maison de la famille depuis un certain temps. Donc là, pour l'instant, tout est bon. Mais avant qu'elle arrive à destination chez Chris Hogan, le sceptique du paranormal, comme elle l'appelle, la poupée a fait un dernier truc un peu flippant à Émilie. Elle l'a expliqué dans un message. La dernière chose qu'elle a faite quand je l'ai mise dans la boîte pour l'envoyer à mon ami a été de rire pendant 30 secondes. Je précise qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. Chris scotche cette poupée Elsa à sa Jeep. Précision qui n'a pas forcément d'intérêt. En faisant cette action, il promet à Émilie par message que s'il arrive quoi que ce soit, il la préviendra dans les plus brefs délais. Émilie espère ne plus jamais voir la poupée. Et heureusement, elle avait raison. Ne vous inquiétez pas, Émilie n'a plus jamais vécu de choses bizarres avec cette poupée. On espère que Chris non plus. On n'a pas de nouvelles de Chris. Mais on espère qu'il est toujours en vie. Finalement, Émilie termine en disant que cette expérience lui a fait pas mal peur sur certains aspects, mais aussi que sur d'autres aspects, cela l'a pas mal divertie. Elle n'en sort pas traumatisée, sa fille non plus. Elle est restée tranquille avec cette histoire. Son mari pareil. Donc en vrai, ça s'est fini assez bien. Mais voilà, peut-être que la famille a été juste sur le chemin d'une entité qui n'arrivait pas à trouver le chemin du paradis. Elle dit qu'elle est très heureuse que la poupée ne soit plus dans leur maison. Elle vit beaucoup mieux depuis ce jour. Et on la comprend. Voilà pour la deuxième histoire. Et attention ce soir quand vous irez vous coucher. Regardez en dessous de votre lit, on ne sait jamais. Et enfin, voici la troisième et dernière histoire qui débute le 16 juillet 2008. Elle concerne une Espagnole de 41 ans nommée Lerina Garcia Gordo. Un jour, Lerina décide de publier un message sur un forum internet. Elle y explique qu'il lui arrive quelque chose d'effrayant, quelque chose de surnaturel. Elle affirme, au premier degré, qu'elle s'est réveillée dans un univers parallèle, un monde totalement différent de celui qu'elle avait quitté la veille au soir. Dans son message, elle demande si d'autres personnes ont vécu la même expérience, si eux aussi se sont retrouvés dans une réalité alternative. Un matin de mars 2008, Lerina ouvre les yeux. Elle remarque immédiatement que ses draps ont changé. La couleur n'est plus du tout la même que celle qu'elle avait observée avant de s'endormir. Elle trouve cela troublant. Elle tente d'expliquer logiquement ce changement. Mais aucune explication ne lui vient à l'esprit. Elle finit par oublier l'incident et se prépare comme d'habitude. Lerina travaille depuis plus de 20 ans dans la même entreprise. Elle suit tous les jours la même routine. Elle descend sur le parking de son immeuble. Elle s'avance vers sa voiture, garée exactement où elle l'avait laissée la veille. Elle emprunte le même chemin que d'habitude. Ce trajet, elle le parcourt plusieurs fois par semaine depuis qu'elle habite ici. Cela fait 7 ans maintenant. Aucun incident ne se produit durant le trajet. À part les draps, rien d'autre ne semble anormal. Mais en entrant dans les locaux de son entreprise, elle commence à remarquer des choses étranges. Quand elle ouvre la porte, elle voit beaucoup de personnes qu'elle ne connaît pas. Elle n'y prête pas trop attention. Son inconscient suppose que ce sont de nouveaux salariés, des gens avec qui elle n'a pas encore eu l'occasion de discuter. Cela arrive souvent dans les grandes entreprises.
Les employés se croisent rarement. Cette information ne l'inquiète donc pas. Elle prend l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Elle s'engage dans le couloir. Mais en arrivant devant la porte de son bureau, elle découvre avec stupéfaction que son nom a été retiré. Un autre nom l'a remplacé. Elle pense d'abord s'être trompée d'étage. Cela peut arriver le matin quand on est encore fatigué, mais elle vérifie. Elle est bien au 3e étage. Le sien, celui où elle travaille depuis tant d'années. Un sentiment de malaise s'installe. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Pendant plusieurs minutes, elle reste immobile. Elle tente d'analyser la situation. Puis une idée lui vient brusquement. Elle a peut-être été licenciée. Son patron ne l'aurait pas prévenue. Il l'aurait renvoyée du jour au lendemain. Lérina sort précipitamment son ordinateur portable. Elle se connecte au réseau de l'entreprise. Elle vérifie la liste des employés. Son nom et son prénom sont toujours inscrits. Elle n'a pas été licenciée. Mais il y a un changement. Elle figure maintenant sous la direction d'un autre responsable. Un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Elle n'a jamais vu son nom auparavant. Qui est cet homme ? Elle ne cherche pas à comprendre immédiatement. Elle est horrifiée. Tous ces changements n'ont aucun sens pour elle. Elle n'était au courant de rien. Très affolée, Lérina décide d'inspecter son sac. Elle craint de s'être fait voler ses papiers d'identité. Mais non, heureusement elle a tort. Son permis de conduire et sa carte d'identité sont bien là dans son portefeuille. Les informations sont correctes. Sa date de naissance est la bonne. Tout est normal. Aucune incohérence. Rien n'a changé sur ce point. Lérina commence à s'inquiéter pour sa santé mentale. Elle pense qu'elle devient folle, qu'elle sombre dans une sorte de folie horrible. Elle doute sérieusement de son état psychologique. Elle décide de prendre rendez-vous chez le médecin. Le docteur l'examine soigneusement. Il vérifie si elle n'a pas consommé une substance quelconque, volontairement ou involontairement. Mais non, le médecin ne trouve rien de ce type. Aucune substance illicite, aucun médicament, rien du tout, aucune trace. Mais alors, qu'est-ce qui lui arrive ? Lérina prend l'affaire très au sérieux. Elle inspecte pratiquement tous les recoins de son appartement. Elle fouille tous les documents enfouis dans ses tiroirs, ses relevés bancaires, ses factures, même ses anciennes fiches de paie. Là encore, elle ne remarque rien d'anormal. Aucune trace d'incohérence à signaler. La jeune femme se dit qu'elle a peut-être vécu un événement traumatisant, une sorte d'amnésie qui l'aurait poussée à tout oublier, ou du moins que son cerveau essaie d'effacer certains éléments de sa vie. Pour vérifier l'exactitude de ses derniers souvenirs, elle a une idée. Elle va regarder ce qu'elle a fait sur ses appareils connectés juste avant de dormir. Elle se connecte à Internet. Elle fait le tour des sites qu'elle a l'habitude de fréquenter. Elle vérifie si toutes les informations sont les mêmes que la veille. Ouf, oui, encore une fois, rien à signaler. Tout semble normal. Il y a quelques sites qu'elle ne reconnaît plus, mais cela ne semble pas vraiment important. 6 mois auparavant, Lérina explique dans son message qu'elle avait quitté son petit ami. Ils étaient ensemble depuis 7 ans. Quelques semaines plus tard, elle avait rencontré Agustine, un homme qui habitait dans son quartier. Elle était tombée follement amoureuse de lui. Elle connaît son nom, son adresse, son numéro de téléphone, l'endroit où il travaille, le lycée où il a étudié. Elle a même rencontré son fils. Lérina décide d'appeler Agustine. Elle veut prendre de ses nouvelles, lui raconter tout ce qu'elle vit. Elle compose son numéro de téléphone, mais c'est la douche froide. Ce n'est pas Agustine qui répond. C'est un total inconnu. L'homme au bout du fil prétend ne pas la connaître. Il finit par raccrocher. Interloquée par ce comportement, elle décide de se rendre directement chez lui. Mais là, c'est une deuxième douche froide. Par réflexe, elle regarde quel nom est inscrit sur l'étiquette de la boîte aux lettres. Il n'y a pas du tout le nom d'Augustin. C'est le nom d'une autre famille. Cette famille lui dit qu'ils vivent ici depuis des années. Ils affirment n'avoir jamais rencontré cette Agustine dont elle parle. Son petit ami a donc disparu, sans laisser aucune trace, sans rien dire à Lérina. Elle est définitivement sûre que quelque chose de très bizarre s'est passé, quelque chose qu'elle ne comprend absolument pas, mais elle a besoin de réponses. Lérina arrive à un point où elle est totalement désespérée. Elle décide de contacter un détective privé, dans le seul but de retrouver son petit ami. Quelque temps après, le détective revient vers elle.
Elle veut connaître les avancées de l'enquête. Il lui répond quelque chose qui la fait basculer. Agustine et son fils n'existent pas. C'est là que Lérina commence vraiment à paniquer. Elle flippait déjà énormément. Mais là, c'est le point culminant. Elle se sent complètement perdue. Une idée commence à germer dans son esprit. Une idée qui n'était pas encore présente au début. Elle est devenue totalement folle. Elle pense cela au premier degré. Cela ne peut plus continuer comme ça. Elle décide de prendre rendez-vous chez un psychiatre. Le psychiatre la juge saine d'esprit. Il attribue toute l'histoire à des hallucinations dues au stress. Mais la jeune femme n'y croit pas vraiment. Elle sait pertinemment que ce qu'elle a vécu était bien réel. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Quelque temps après, son ancien petit ami, celui dont elle s'était séparée depuis des mois, lui apprend qu'ils sont toujours ensemble. Lérina refuse de croire qu'elle est encore avec son ex. Elle décide d'aller chez ses parents. Elle pense qu'ils vont la rassurer. Mais quand elle demande des nouvelles de sa sœur cadette, qui s'était cassé l'épaule et avait subi une intervention chirurgicale quelques mois auparavant, ils la regardent étrangement. Ils lui disent « De quoi tu parles ? C'est quoi cette histoire ?» Ils trouvent leur fille de plus en plus bizarre, comme si elle inventait des mensonges qui n'avaient aucun sens. Jamais sa sœur n'a eu de problème au cours des derniers mois. Au cours des semaines suivantes, Lérina continue jour après jour à découvrir des incohérences, des différences avec sa vie d'avant. Elles sont complètement flagrantes. Elles la terrifient, encore une fois. Elle pense encore que quelque chose a dû forcément se produire. Quelque chose qui l'a fait basculer vers un univers parallèle. Par exemple, elle raconte que des vêtements qu'elle n'a jamais achetés sont rangés dans son placard. Sur le blog qu'elle tenait avec son ex, il y a aussi de nombreux articles postés au cours des derniers mois. Ils sont signés de sa main, mais elle ne les a jamais écrits. La sensation qu'elle a, c'est comme si une personne changeait de petits détails de sa vie, sans qu'elle ne le voie. Le 16 juillet 2008, Lérina poste ce fameux témoignage. Elle le publie sur un site consacré au paranormal. Elle cherche d'autres personnes qui, comme elle, pensent avoir changé de réalité. Voici ce qu'elle écrit. « S'il vous plaît, si quelqu'un a connu quelque chose de semblable, qu'il me contacte pour en parler. Je ne trouve rien qui puisse expliquer ce qui m'est arrivé. J'ai passé 5 mois à lire toutes sortes de théories. Je suis convaincu d'avoir sauté dans un univers parallèle. Quelque chose, une décision que j'ai prise, une action que j'ai effectuée ou une combinaison d'événements m'ont fait basculer dans un autre plan. Je suis cependant surprise de ne pas avoir changé d'époque, d'être arrivée la même année. Physiquement et intellectuellement, je n'ai pas changé. Je suis exactement la même. Pour tout vous dire, c'est comme si j'avais perdu la mémoire pendant 5 mois. Comme si je m'étais réveillée après avoir rêvé tout ce temps. Les gens se souviennent de moi et de mes actions pendant cette période. Ils me racontent des choses que je ne me souviens pas avoir faites. Avez-vous vécu quelque chose de semblable ? À ceux qui pensent tout savoir, s'il vous plaît, abstenez-vous de me répondre. Ce que je vis n'est pas drôle. C'est très grave pour moi. Merci. Lérina reçoit après ce message énormément de réponses. Des gens lui disent que tout ce qu'elle raconte n'est qu'une fiction, qu'elle ment sur pratiquement tout. Les gens la traitent de folle, de menteuse, de manipulatrice. Elle a droit à toutes les critiques possibles, mais il y a une partie des internautes qui la croient. Ils postent eux aussi leurs témoignages en commentaire, en réponse à son message. Beaucoup affirment avoir, comme Lérina, changé de temporalité. Même si elle a eu beaucoup de soutien de personnes ayant vécu la même chose, elle n'a pu trouver personne qui disait concrètement avoir vécu exactement ce qu'elle décrit. Elle n'a jamais été sûre si elle avait changé de réalité, ou si c'était une sorte de rêve dans la réalité. Elle ne sait pas du tout. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'elle a vécu personnellement. Peut-être, comme elle l'a expliqué au début, une sorte de traumatisme qui lui a fait oublier tous les petits détails de sa journée. Malheureusement, on ne le saura jamais. Cela reste un mystère complètement fou. J'attends vos théories en commentaire. Cela me ferait très plaisir de connaître vos avis sur cette histoire étrange. Voilà pour ces 3 histoires paranormales. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.